Bonjour, vraiment content de vous retrouver virtuellement pour une conférence qui se donne dans le cycle de conférences organisé par Game Lab. Je voudrais remercier Elsa pour son invitation. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Je vais pouvoir vous parler de jeux pour changer le monde. Donc plus concrètement, je vais vous parler rapidement de mon parcours, je vais vous parler des jeux à impact social, ce que c'est, donner des exemples, et puis je vais vous parler plus concrètement d'un projet qui s'appelle Le Responsable, un jeu sur lequel j'ai eu la chance de collaborer. Donc sur moi, j'enseigne depuis maintenant une dizaine d'années le design de jeux, entre autres à l'Université de Montréal, dans le DESS en design de jeux de l'Université de Montréal, un des plus vieux programmes de design de jeux au Québec. J'enseigne aussi à l'UQAT dans un micro-programme qui se donne à l'été sur entrepreneuriat et jeux vidéo, donc comment lancer son studio de jeux vidéo indépendant. Et puis, ben, c'est un des bons côtés de la pandémie, des nouvelles opportunités de travailler un peu partout dans le monde. J'ai eu la chance avec ma collègue Kim Bertillon de monter un cours sur le design UX, donc que je donne à la Sorbonne Nouvelle. J'ai aussi lancé un studio de jeux vidéo en 2012 avec plusieurs partenaires. Donc, on a fondé Affordance Studio, un studio qui s'intéresse à cette mouvance-là de jeux éducatifs, de jeux à impact sociaux. Ce qui s'appelle, c'est un terme qui s'est imposé, les jeux sérieux, un terme qu'on n'aime pas trop parce que ça sous-entend qu'il y a des jeux qui sont sérieux, éducatifs et plates et qu'il y a des jeux qui sont divertissants et pas sérieux ou pas éducatifs, alors que nous, on pense vraiment que les jeux sont des opportunités excellentes, incroyables d'apprendre. Tous les jeux sont des opportunités d'apprendre, mais nous, on se spécialise vraiment à utiliser le jeu comme un levier de sensibilisation, d'apprentissage. Et puis, on a eu la chance dans les dernières années, dans les 10 dernières années, de travailler sur des projets fascinant avec plusieurs partenaires différents dans le domaine pharmaceutique, domaine financier, dans l'éducation évidemment. Puis ça nous a permis d'apprendre vraiment beaucoup de choses. J'ai cofondé aussi en 2015 la Guilde, qui est une coopérative de producteurs à but non lucratif. C'est important de savoir que le Québec, on est vraiment un hub important de développeurs de jeux vidéo. Dans la Guilde, il y a à peu près, je pense, plus de 300 membres maintenant, ce qui fait vraiment du Québec et de Montréal en particulier un des plus grands hubs de développement de jeux vidéo au monde. Donc, si vous êtes à Montréal en ce moment puis que vous vous intéressez aux jeux vidéo, ben la Guilde est probablement un bon point de départ, vraiment une organisation à suivre qui fait vraiment plein de super belles choses pour l'industrie du jeu vidéo, dont le Megamix, qui est, peut-être vous avez eu la chance d'y aller cette année, un des plus grands salons du jeu vidéo, au moins pour l'Est du Canada. J'ai aussi cofondé il y a quelques années, en 2019, l'Asylum, qui est un incubateur de développement de jeux vidéo. Donc, j'ai eu la chance d'aider à lancer, à investir dans des studios de jeux vidéo, puis à accompagner des studios de jeux vidéo. Donc, dans l'Asylum, aujourd'hui, on a une dizaine de studios de jeux vidéo, puis plus de 200 développeurs qui travaillent sur des projets de jeux en réalité virtuelle, de jeux évidemment à impact sociaux, mais on fait des jeux pour console, des jeux pour mobile, puis plein d'autres types de jeux. Donc, ça fait un peu le tour de qui je suis. Comme vous pouvez voir, ben, je suis un passionné de jeux vidéo. Non seulement j'en joue, mais je suis passionné aussi de développement de jeux vidéo. Puis je pense sincèrement que pour le Québec, le jeu vidéo, ça va être un peu notre pétrole, notre or noir. C'est une industrie qui est encore naissante, toute jeune. On parle d'une cinquantaine d'années. C'est une industrie qui repose beaucoup sur la créativité, sur les cerveaux. Puis ça, c'est, je pense, une des richesses qu'on a au Québec. On l'a vu avec le Cirque du Soleil. On l'a vu dans tout ce qui est le cinéma avec les réalisateurs de génie qu'on a. Mais dans le jeu vidéo aussi, on est, je pense, super bien positionné pour continuer à exercer un leadership dans cette industrie-là. Donc, les jeux à impact sociaux, ce qui me passionne, qu'est-ce que c'est exactement? Comme je disais, on utilise beaucoup le terme Serious Games. C'est dû à un livre qui a été publié dans les années 70 par un auteur qui s'appelle Clark Apt. Puis cet auteur-là proposait comme définition des jeux sérieux, des jeux qui visent autre chose que simplement divertir. Donc, Clark Apt faisait la différence entre les jeux qui sont sérieux mais qui ne cherchent pas à divertir versus les jeux qui sont du divertissement mais qui ne sont pas nécessairement sérieux.
Aujourd'hui, la définition qu'on utilise, il y a eu plusieurs tentatives de définir les jeux sérieux. On a une définition qui est assez large, qui nous vient des auteurs Michael Eschen, qui propose jeux qui visent autre chose que le pur divertissement. Donc, ça sous-entend que les jeux sérieux sont des jeux qui ont un agenda, donc qui cherchent à divertir, mais pas uniquement à divertir. Donc, je pense que c'est vraiment important de réaliser que les jeux sont intéressants quand ils sont bien designés, puis ils sont faits entre autres pour divertir, mais pas uniquement. Puis quand on parle de jeux sérieux, souvent on parle de jeux qui ont un agenda plus clair de divertir, d'amuser, d'engager, mais qui cherchent aussi à passer un message qui est autre. Moi, j'ai grandi avec des jeux comme Tetris, comme SimCity, comme Civilization. Pour moi, ces jeux-là sont des jeux sérieux, même s'ils ne visaient pas nécessairement à autre chose que divertir. Mais malgré tout, de la manière qu'ils étaient faits, c'est des jeux qui étaient des portes incroyables vers des savoirs, des connaissances, mais même vers entraîner ou développer un certain on va dire, aptitudes qui peuvent être transférables dans d'autres domaines. Donc, Tetris, par exemple, sur l'organisation spatiale, SimCity, qui nous demandait littéralement de développer par essai-erreur dans un carré de sable des aptitudes, on va dire, d'urbanisme, puis Civilisation, évidemment, qui développe des compétences de micro et de macro-gestion, tout en utilisant un thème qui est historique, donc qui permet en plus d'apprendre certaines choses sur l'histoire pour les joueurs qui ont envie de s'engager un petit peu plus avec tout ce qui est les glossaires, le civilopédia, puis qui sont curieux d'en apprendre un peu plus sur les civilisations qui sont proposées par le jeu. J'aime beaucoup la définition de Custer quand on lui parle de jeux sérieux. Il a écrit tout un livre que je vous encourage vraiment à lire. Donc, il nous rappelle que ça s'appelle la Theory of Fun. Donc, que le fun, c'est juste un autre mot pour apprendre. Donc, que le cerveau humain vraiment a été conçu, a été wiré, si je pouvais utiliser un anglicisme, pour nous récompenser à chaque fois qu'on découvre un nouveau patron, un nouveau pattern dans la nature, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle connaissance. Vous avez tous vécu un moment dans votre vie, ce moment eureka-là, où tout d'un coup, ça devient clair, vous découvrez une solution à un problème complexe. Puis en général, il y a un shot de dopamine qui est envoyé dans le cerveau, puis il y a ce sentiment-là d'être fier, d'être heureux, puis d'être stimulé. Donc, les jeux sont des machines fantastiques à apprendre. Je vous donne une manette dans les mains, je vous donne aucune indication, je vous dis rien. Puis, simplement, dans un jeu comme Mario, en pesant sur les flèches, vous êtes capable de vous développer des schémas mentaux, de comprendre si j'appuie sur un bouton, je saute, si je prends un champignon, je grandis. Donc, les jeux sont des casse-têtes, des énigmes dans lesquelles on est obligé de passer d'un apprentissage à un autre, puis rapidement devenir très, très bon. Puis ça fonctionne bien pour plein de raisons, parce qu'on est engagé, parce que les connaissances sont incrémentales, parce que le jeu donne un feedback immédiat. Donc, il y a plein de choses qui font que les jeux sont des outils incroyables pour apprendre. Bon, dans un jeu comme Mario, j'apprends les règles de Mario, mais c'est possible quand même, comme avec les exemples que j'ai donnés précédemment, SimCity et Civilization, de développer des aptitudes qui sont encore plus importantes qui transférables, on pourrait dire, même dans la vie de tous les jours. Les jeux sérieux, c'est pas nécessairement quelque chose qui date des années 70, donc il y a plusieurs exemples à travers l'histoire ou à travers l'humanité où on a développé des jeux pour enseigner. Plusieurs rumeurs sur les échecs, par exemple, proposent que c'était potentiellement un jeu qui avait aussi un agenda d'éducation à l'époque. Mais je pense que les premières traces qui sont incontestables, ce sont les Kriegspiel, les jeux qui ont été développés par les Allemands, par la Prusse, pour former vraiment des officiers à pratiquer, à se développer ou à développer des aptitudes de contrôle, de stratégie. Donc, on utilisait les jeux comme des outils de simulation, les premiers jeux de table de guerre comme des outils de simulation vraiment pour développer la créativité des officiers, tester des scénarios un peu, parce que ça aussi, c'est un autre avantage des jeux, cette idée-là de pouvoir tester des choses dans un contexte sécuritaire. On s'entend que si dans un jeu, j'essaie d'opérer une grue puis que je fais une fausse manœuvre puis la grue s'effondre, il n'y a pas d'autres conséquences que je recommence. J'ai perdu une vie dans le pire des cas puis le jeu ne me punit pas plus que ça. Mais dans la vraie vie, de faire ces accidents-là, ces erreurs-là ont des conséquences graves. Donc les jeux sont sous forme de simulation, des opportunités de tester des choses, d'être créatif, d'essayer, de jouer avec les possibles.
Un autre jeu un des premiers jeux qui a été développé un peu comme on pourrait dire un jeu à impact social, c'est The Landlord Game qui a donné naissance par la suite à Monopoly. Donc, ça a été développé par une professeure féministe dans les années 1900 qui s'appelait Elizabeth Maggie en Californie, qui utilisait ce jeu-là avec ses étudiants pour montrer les effets pervers du monopole, puis comment, quand on crée des monopoles en immobilier, finalement, au bout du compte, un seul joueur gagne versus tous les autres joueurs sont ruinés. Paradoxalement, pendant le crash boursier des années, de la fin des années 20, début des années 30, les gens étaient ruinés, puis ce jeu-là, beaucoup de monde avait perdu beaucoup, puis ce jeu-là a été récupéré, est devenu Monopoly, puis c'est un jeu au contraire où on vivait la fantaisie de pouvoir spéculer puis de reconstruire un empire, alors que beaucoup de monde subissait au contraire les affres d'une crise économique. Des projets passionnants de jeux de table, de jeux éducatifs utilisés dans les écoles. Je vous recommande vraiment de voir des vidéos. Il y a un TED Talk fantastique fait par le professeur John Hunter sur le World Peace Game. Donc, il utilise une simulation sous forme de jeu de table complexe qui était utilisé dans les années 80 dans les universités. Puis lui, il l'utilise avec des jeunes dans une école alternative, des jeunes de 4e année du primaire. Puis il leur donne des problèmes complexes, donc des jeunes qui sont regroupés qui représentent des pays fictifs un peu dans cet univers-là, mais qui ont des défis sur partager l'eau potable, des défis militaires, des défis culturels. Donc c'est super intéressant de voir comment quand on donne des problèmes complexes à des jeunes, puis qu'on les infantilise pas nécessairement à travers ces jeux-là de simulation, de négociation, on est capable d'atteindre, d'avoir des résultats qui sont fantastiques. Donc, The World Peace Game, un super exemple de comment on peut utiliser des jeux dans le domaine de l'éducation. Évidemment, dans ce cas-là, on est dans le contexte d'une école alternative aux États-Unis qui offre certains avantages, on va dire, mais quand même, les résultats sont totalement fantastiques. D'avoir des jeunes, par exemple, qui parlent de Sun Tzu avec une sorte de maturité puis d'intuition, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Puis ça, c'est aussi une chose que les jeux offrent, c'est de plutôt se faire marteler, par exemple, de la théorie, mais de pouvoir y aller par essai-erreur, learning by doing. Ça permet d'avoir une compréhension intuitive de notions complexes. Donc, ça efface pas du tout la nécessité d'avoir des professeurs, des tuteurs, des mentors, parce que cette compréhension intuitive-là, elle doit être mise en relation. L'idéal, c'est d'avoir un mentor qui est capable de faire des ponts entre l'expérience qui vient d'être vécue dans un jeu, puis un corpus de connaissances théoriques, puis être capable d'amarrer les deux, de dire ce que tu viens de vivre, d'autres auteurs ont parlé de ça, puis voici un peu comment ça peut se décliner. The Gaming for Understanding de Brenda Romero. Donc, Brenda Romero, ou Brenda Brathwaite, qui a changé de nom pour Brenda Romero. Elle a écrit plusieurs livres sur le game design. C'est une des plus anciennes game designers depuis les années 80. Elle développe des jeux vidéo. Puis aussi un TED Talk super intéressant à regarder. Entre autres, une des raisons de son TED Talk, le Gaming for Understanding, mais elle parle de son enfant qui est issu d'un mariage mixte. Donc, Brenda Romero est mariée avec un noir qui revient de l'école pendant le Black History Month, puis qui parle de façon triviale un peu du commerce triangulaire, de l'esclavagisme, puis qui cite des nombres, mais un peu sans nécessairement comprendre la magnitude. Tu sais, c'est facile de dire 6 millions de morts dans l'Holocauste, mais c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à comprendre, surtout pour un plus jeune, ce que ça veut dire 6 millions de personnes. Donc, elle-même dit en tant que parent, puis en tant que game designer, elle a eu l'intuition d'ouvrir la discussion avec son enfant en se disant, on va jouer à un jeu ensemble, puis on the spot, elle a commencé à développer un jeu dans lequel, on partait avec des bateaux d'Europe, puis on devait aller en Afrique, puis elle utilisait les salières, la poivrière, puis des assiettes sur la table. Puis elle a commencé à dire, on va aller à telle place, on doit ramasser. Maintenant, on est dans la traversée, on va lancer un dé pour savoir combien de personnes survivent. Puis tout d'un coup, son enfant, juste en commençant à manipuler ça, puis en comprenant ce que ça voulait dire, que là, il y a des gens qui meurent, il y a des familles qui vont être séparées, que la traversée est difficile, ça donnait une autre expérience de ce que ça voulait dire, le commerce de l'esclavage qu'il y a eu triangulaire entre l'Europe, les Amériques puis l'Afrique.
Donc, elle a continué à faire une série de jeux là-dessus, entre autres un jeu aussi qui s'appelait Train, dans lequel on organise des convois de trains avec des cartes, on a des missions à suivre, puis petit à petit, le joueur est appelé à se poser des questions sur qu'est-ce que je suis en train de faire. Le jeu me donne des ordres, je suis en train d'obéir aux ordres que le jeu me donne sans vraiment me poser de questions. Puis tout d'un coup, le but, c'est d'initier une sorte de réflexion aussi sur les trains de déportation qui ont été organisés pour amener les Juifs dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est des exemples un peu de jeux à impact social, les jeux comme levier pour soit sensibiliser, soit permettre d'avoir une compréhension plus intuitive ou plus personnelle de certains problèmes complexes. Évidemment, j'ai donné des exemples maintenant de jeux de table qui ont été développés pour sensibiliser. Les jeux vidéo le font également bien avec d'autres avantages. Je pense que, par exemple, si vous êtes un pédagogue, si vous êtes un professeur, si vous êtes appelé à enseigner, les jeux vidéo sont super intéressants, c'est sûr, mais bien avec toute une couche de contraintes technologiques versus les jeux de table, sont fantastiques. Beaucoup des jeux de table peuvent être détournés à des fins éducatives ou à des fins sérieuses. C'est possible d'utiliser des jeux de rôle comme Donjons et Dragons, par exemple, ou certains jeux de table comme Diplomatie qui sont complexes, mais quand même qui peuvent servir de point de départ pour passer du contenu théorique de façon... le jeu devient un support à passer ce contenu-là. Donc, juste une étude de cas peut-être pour montrer comment ça se développe, ce genre de projet-là. J'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Le Responsable, qui a été initié par la Caisse d'économie solidaire. Donc, à Fort-Dance, le studio que j'ai fondé était un des partenaires parmi plusieurs partenaires qui ont développé le jeu. Et puis, la Caisse d'économie solidaire sont venus nous voir en 2015-2016. Donc, le studio était encore tout jeune à l'époque, avec cette volonté-là de parler de finances responsables, mais d'essayer de le faire d'une façon différente un peu qu'avec les présentations classiques puis des PowerPoint. Puis ils se demandaient, est-ce qu'on est capable de ludifier un peu ce contenu-là qui est complexe, puis de faire vivre une expérience à nos membres pendant notre prochaine Assemblée générale annuelle. Donc, on avait peu de temps, puis on devait essayer de développer un jeu qui était jouable par des gens qui, on s'entend là, les membres de la caisse du complexe d'économie solidaire, la caisse Desjardins d'économie solidaire. C'est une démographie potentiellement un peu plus sérieuse, un peu plus vieille aussi. Donc, la moyenne d'âge était autour de 60 ans. Il y avait des gens jusqu'à 70, 80 ans, des gens plus jeunes, évidemment, aussi. Mais donc, il fallait essayer de créer une expérience d'abord pour eux qui est facile facile dans la prise en charge, dans le onboarding, mais qui en même temps permettait de mettre en relief la difficulté qu'il y a autour la finance responsable. Donc, pour le résumer, la problématique qu'on avait, c'était comment faire comprendre les problématiques et les enjeux qui sont liés à l'investissement responsable, mais d'une façon plus engageante que dans une présentation magistrale. Donc, ce que nous, on a proposé, c'est un jeu de table hybride. Donc, ce qu'on proposait, c'était de simuler un peu les métiers de la caisse en disant, on va proposer aux joueurs d'être une institution financière, de devoir faire de l'investissement responsable, mais pour s'assurer que le jeu puisse se faire de façon facile, on va développer aussi une application qui va supporter le jeu de table, qui va permettre de faire certains calculs automatiquement, puis qui va pouvoir gérer peut-être un peu plus de complexité que si c'était simplement un jeu avec des cartes, par exemple. Donc, comment ça se déploie? Ce qu'on a imaginé, c'est un jeu un peu en deux volets. Donc, on va le décortiquer, mais ça, c'est le plateau de jeu auquel les joueurs avaient accès. Donc, on avait d'un côté ici la portion un peu les investisseurs. On va le voir dans une seconde. Puis ici, les investissements. Donc, c'était en deux temps un peu. On devait placer l'argent pour faire des rendements. Puis grâce à ça, plus qu'on avait de rendements, plus qu'on était capable de potentiellement convaincre des investisseurs de nous confier leurs épargnes. Donc, si on regarde un peu le côté investisseur, on avait différents types d'investisseurs, soit des particuliers ou soit des institutionnels. Évidemment, comme c'est un jeu, on a décidé de ne pas nécessairement se coller 100% à la réalité. Donc, il y avait des investisseurs institutionnels qui étaient inspirés de la réalité, mais on se permettait un petit peu aussi de sortir du cadre pour montrer toute la complexité
de ce que la réalité était, mais de ce que ça pourrait être aussi. Et puis chacun de ces investisseurs-là, soit des particuliers ou soit des institutions comme par exemple la Coop fédérée ou par exemple la Caisse de dépôt et de placement, doivent vous confier leurs épargnes. Ces investisseurs-là ont nécessairement deux objectifs. Un, l'échelle du bas, faire un rendement. Donc, ils vous confient leur argent pour que vous leur en redonniez plus, mais aussi d'avoir de l'impact social, donc de gagner des points d'impact social. Puis évidemment, ces points-là d'impact social, ben, en général, la théorie parle de gouvernance, puis parle d'écologie, puis parle de solidarité ou de social. Mais on a volontairement décidé de faire une échelle qui les fusionnait tous dans un système de points un peu complexe. Puis on va l'expliquer dans 2 minutes pourquoi on a décidé de faire ça. Donc, chacun des investisseurs institutionnels, évidemment, venait avec certains objectifs. Donc, dans le cas de cette carte-là, ici, les agriculteurs de Fecunda Terro, mais eux, un des objectifs, c'est qu'ils voulaient qu'on investisse dans des compagnies, on va dire, d'Amérique latine, en particulier au Pérou. Puis, ce qu'ils offraient, c'était 40 000, on va dire, dollars. On avait créé les talents, qui étaient une sorte de monnaie virtuelle dans le jeu, un peu comme l'argent du Monopoly. Dans le cas des fonds, ben là, c'est assez simple. Soit la banque peut investir dans des fonds, donc soit on investit dans différents types de fonds qui existent sur le marché, et puis soit peut prêter de l'argent à des entreprises ou des OBNL d'économie sociale. Puis ben, ces cartes-là, elles étaient créées, on les avait créées, puis elles se révélaient au fur et à mesure. Donc, les joueurs avaient des choix significatifs. Puis comme les joueurs étaient ensemble, représentaient comme un conseil d'administration, si on veut, d'une institution financière, ben, ils devaient décider, OK, ben, où est-ce qu'on va placer l'argent dans tel type de fonds, dans tel autre type de fonds. Donc, évidemment, il y avait des débats autour de la table sur qu'est-ce qu'on devrait faire, c'est quoi la stratégie qu'on devrait déployer. Donc, ce que les fonds donnaient comme information, c'est assez simple. Le taux historique de rendement, donc dans les dernières années, ça a donné du 3% de rendement à peu près. Puis, ben, le point d'impact social, donc on avait une échelle qui allait de 0 à 150. Le fonds Norda-Souda, par exemple, donnait 15 d'impact social. Donc, si on investissait là-dedans, on pouvait déplacer sur l'échelle de pourcentage de rendement et sur l'échelle d'impact social ce que la carte nous donnait comme rendement. Et puis, on avait le niveau de volatilité aussi, donc de plus sûr à plus risqué. Donc, évidemment, comme c'est un jeu de simulation, c'est pas automatique que tu vas faire 3% ou 15%. Le jeu, à chaque tour, va simuler une économie mondiale, va simuler des événements catastrophiques ou autres qui peuvent avoir un impact sur les investissements qu'on fait. Donc, évidemment, certains investissements peuvent sembler attrayants, mais peuvent venir avec une portion de risque. Les entreprises, souvent, avaient aussi ce niveau de risque-là. Donc, on choisissait est-ce qu'on prêtait ou non en fonction du niveau de risque qu'une entreprise peut avoir. Donc, Pousseville, par exemple, une entreprise d'agriculture urbaine, les institutions étaient appelées à oui ou non investir. Donc, évidemment, certaines entreprises, certaines cartes étaient plus, on va dire, économie sociale. Certaines cartes étaient plus agriculture, fonds vert, fonds bleu. Certaines cartes étaient plus gouvernance, par exemple, investir dans le pétrole, par exemple, pour avoir son mot à dire dans la gouvernance ou sortir à 100% du pétrole. C'est des questions que la Caisse d'économie solidaire et ses partenaires se posent. C'est des questions que les groupes sociaux impliqués dans différentes causes se posent. Donc, c'est des défis aussi, puis des questions qu'on posait aux joueurs. Donc, comment ça se déroule une partie? Ça se jouait en 5 tours. À chaque tour, les joueurs devaient lire des nouvelles internationales pour essayer de lire entre les lignes quel est le contexte international. Ils devaient écouter des porte-paroles d'organismes. Donc, on avait fait des vidéos où des gens venaient, par exemple, nous faire du lobbying, nous vendre des produits ou services ou plutôt des représentants, par exemple, d'organismes sociaux comme Greenpeace ou autres. Donc, évidemment, tout était fictif, mais qui venaient nous faire des pitchs. Donc, chaque joueur avait accès à les journaux, les influenceurs pour voir, pour orienter ou guider leurs décisions.
Ensuite, ben, il y avait d'investir les talents des épargnants qu'on avait. Donc, chaque tour, on a de l'argent qui est généré en fonction de combien d'investisseurs nous ont fait confiance, d'épargnants nous ont donné leurs économies, puis ben, comment on va placer l'argent. Donc, évidemment, plus qu'on investit efficacement l'argent, plus qu'on a des épargnants qui nous donnent leur argent, puis on a une sorte de cercle vertueux comme ça qui se met en place, ou cercle vicieux si les choses commencent à aller mal. Et puis, une fois qu'on a investi l'argent, ben, on lance la simulation, puis on récolte le fruit des investissements. Donc, on voit est-ce qu'on a progressé ou non, est-ce qu'on a fait des bons coups, est-ce qu'on a investi dans les bons projets ou non. Puis, on découvre si on a un impact. Donc, évidemment, il y a des points d'impact qui sont générés, mais pour éviter que ce soit un peu flou, ces points d'impact-là, on l'a incarné dans des cartes. On avait une centaine de cartes dans le jeu qui permettaient de concrètement dire, ben si vous avez investi dans c'est comme dans telle compagnie, par exemple, dans tel fonds vert, puis que ben, vous avez réussi à maintenir votre investissement suffisamment longtemps, ben, l'application, le côté plus algorithmique, calculait, ben, vous avez atteint tel threshold, puis dans ce cas-là, ben, voici une carte plus narrative qui vous donne un exemple concret de ce que vous venez de réaliser. Donc, par exemple, dans ce cas-là, vous avez financé une quinzaine d'OBNL ou vous avez réussi à développer une technologie de rupture qui permet de dépolluer tel type de polluant, par exemple, ou autre. Donc, ces cartes-là étaient inspirées aussi d'histoires réelles, étaient liées aux différents fonds. Donc c'était un peu une façon là, d'ancrer un peu plus ce que ça donnait comme résultat une fois qu'on avait ou non décidé d'investir dans un projet ou dans un autre. Donc, si on regarde un peu les résultats, ce qui est intéressant, c'est quand on a fait jouer aux gens dans l'Assemblée générale annuelle, on avait à peu près 150 joueurs qui ont joué d'un coup. Donc, ils étaient là. C'est vraiment créatif puis super intéressant de Desjardins d'avoir pris ce risque-là. Donc, tout le monde était assis, tout le monde a entendu les résultats de la caisse. On a fait ci, on a fait ça. Puis tout d'un coup, on a demandé à tout le monde de se lever puis tout le monde de se réunir dans des tables. Donc, les gens étaient en équipe d'à peu près 6 à 10 personnes, représentaient une institution financière. Puis chaque personne avait à prendre des décisions. Une chose qui était intéressante, là, ce jeu-là peut jouer à 10 personnes, puis c'est juste un groupe. Mais comme on avait fait l'application aussi, ben dans plusieurs groupes comme ça, les décisions d'une institution avaient un impact sur l'économie globale du jeu. Donc, aujourd'hui encore, le jeu se joue encore. Puis quand vous avez plusieurs groupes qui jouent ensemble, ben si par exemple plusieurs groupes plusieurs comme groupes qui représentent chacune une institution financière décident de massivement prêter de l'argent, par exemple, à des fonds bleus, ben on peut atteindre un effet de masse où il y a eu assez d'argent mis dans l'écosystème pendant assez longtemps pour faire que ben, des technologies de rupture peuvent arriver ou ne peuvent pas arriver. Ce qui était surtout intéressant, puis ce qui est surtout intéressant dans un jeu comme ça, c'est que c'est assez facile quand même à prendre en charge, à prendre en main. Ça prend pas beaucoup d'explications pour être capable de comprendre un peu comment jouer. Les décisions sont difficiles à prendre dans la mesure où, chaque tour, on a à choisir est-ce qu'on investit dans tel fonds ou dans tel fonds. Est-ce que, par exemple, si on investit dans du pétrole puis qu'on pense que le rendement va être super bon, puis ça nous fait plein de rendements, est-ce que ça nous permet, par exemple, après d'investir dans des projets qui sont qui ont des rendements moins intéressants à court terme, mais beaucoup d'impact social, par exemple, ou est-ce qu'il faut à tout prix sortir de l'industrie, par exemple, automobile ou d'autres industries pour plus investir dans des projets d'économie sociale? Donc, vraiment, ça crée des débats autour de la table, puis des débats qui étaient intéressants parce que par la suite, les experts de Desjardins pouvaient essayer de mettre en relation les problèmes auxquels eux ils sont confrontés, les problèmes auxquels les joueurs ont été confrontés, puis montrer toute la difficulté de s'entendre sur ce que ça veut dire de l'économie sociale. Ce qui est intéressant, c'est que par la suite, on a joué à ce jeu-là avec Équiterre, avec le Fonds d'action, avec plein de groupes sociaux différents. Puis, on voyait des comportements qui étaient systématiques. C'est intéressant parce que ça révèle aussi beaucoup de choses sur comment les groupes pensent, comment ils se positionnent. Puis en regardant le data après les décisions qui ont été prises, c'est possible un peu d'avoir aussi une discussion. C'est une des forces du jeu aussi, de mettre les gens un petit peu dans une sorte de cercle magique. Pendant qu'on est en train de jouer, on joue des fois un peu plus avec nos émotions, puis ça peut révéler aussi des choses par la suite quand on le regarde froidement sur la prise de décision, par exemple, qu'on a.
Donc, juste une petite vidéo pour montrer un peu ce que c'est le responsable. Nous participons aujourd'hui à une activité du programme Mes finances, mes choix, ayant comme objectif l'investissement responsable. Chaque équipe devra se placer dans la peau d'une institution financière et élaborer une stratégie afin d'atteindre un équilibre entre la performance financière, sociale et environnementale. Vous verrez, apprendre tout en s'amusant, c'est possible. Bienvenue au jeu Le Responsable. C'est pour montrer aux enfants l'économie et enseigner l'économie. Puis c'est toujours plus facile auprès des enfants d'apprendre de quelqu'un d'autre que de ses parents. Puis je trouvais que la formation qui était donnée à Mes finances, mes choix, ça vient chercher un peu l'information qu'ils n'ont pas, ces jeunes-là. Je pense que le mettre en forme de jeu, ça va être beaucoup plus interactif, puis ça va intéresser plusieurs personnes. Ça va être plus concret aussi pour eux autres. Je pense qu'on devrait avoir du fun. Donc, le résultat, ça a été joué dans le cadre de l'AGM, de la Caisse d'économie solidaire. Ça a été joué par la suite dans des écoles secondaires. Donc, bien que ça a été développé par la Caisse d'économie solidaire, ça a été récupéré par un programme qui s'appelle Mes finances, mes choix du Mouvement Desjardins. Puis c'est offert aujourd'hui dans les cégeps, dans les universités, mais c'est même offert plus largement là, pour des organismes, par exemple, qui voudraient l'essayer. Puis le jeu a rayonné aussi, a été choisi par l'Université de Montréal comme un des 50 projets de design qui ont fait rayonner l'université dans les 50 dernières années. Le jeu est disponible si vous voulez en savoir plus ou l'essayer sur le site www.leresponsable.com. Puis si vous voulez contacter le Mouvement Desjardins pour en savoir plus, c'est possible de le faire à partir de là. Donc, je conclus en disant tous les jeux sont d'excellents outils d'apprentissage. Ils permettent d'expérimenter puis de développer des compréhensions qui sont plus intuitives de problématiques complexes. Puis les jeux de table devraient être priorisés parce qu'ils sont faciles à utiliser, ils sont flexibles, vous pouvez vous inspirer des jeux de table, de changer les règles. Vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses en tant que pédagogue ou qu'éducateur avec des jeux de table. Donc, on m'avait demandé de me restreindre à 30 minutes. Je suis à 32 minutes. Je m'appelle Pascal Nataf. Ça m'a fait plaisir de partager une des passions que j'ai avec vous, les jeux à impact sociaux. Si vous voulez en savoir plus sur ce que Affordance fait ou sur si vous voulez juste discuter avec moi, n'hésitez pas. Je vous ai laissé mes coordonnées. Vous pouvez me joindre directement par courriel ou vous pouvez nous joindre par téléphone aussi. Merci beaucoup. Bonne fin de conférence.